Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui en vidéo, une vidéo un peu spéciale, ce sera la première d'une grande série qui s'appellera Comment tu pêches. J'irai interviewer les pêcheurs du coin au bord de l'eau pour leur demander leur technique, leur spot de pêche, leur saison, etc. Donc là on se retrouve avec Kevin dans quelques instants, je le rejoins au bord de l'eau. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, Kevin Leblanc, 26 ans. Je pêche la carpe depuis maintenant presque 15 ans, ouais c'est ça, 15 ans. Je suis passionné depuis tout petit, hein, grâce à mon papa qui m'a transmis le virus de la pêche à la carpe. Donc c'est une pêche que je pratique donc depuis 15 ans et c'est quelque chose que je ne pourrais pas me passer aujourd'hui, clairement. Donc voilà. Eh ben parfait. Alors, moi j'ai une première question que je pense beaucoup se posent et on va y répondre assez rapidement. Sur quel spot on se trouve aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en fait, on est parti sur un coup du soir en fait après une journée assez chaude, bon, un peu d'orage, donc on est parti sur un canal, le canal de Bourgogne, hein, à environ 10 minutes de chez moi. Un bief que je connais un petit peu, que j'ai déjà pêché il y a presque 10 ans maintenant. J'y reviens depuis très récemment. Ça fait maintenant 2 ou 3 mois que je repêche un peu ce canal. Je sais qu'il y a quand même du potentiel là-dedans. Et donc c'est toujours un plaisir de vouloir revenir un petit peu sur les terres, je dirais, un peu des premières pêches qu'on a pu faire il y a presque même une dizaine d'années maintenant. Donc sur un canal de Bourgogne, un canal petit gabarit, où les substrats sont quand même assez différents, on trouve un peu de tout, on a quand même pas mal de cassures, des ruptures de pales planche ferraille jusqu'au béton, donc pas mal de spots où on va pouvoir trouver ou essayer de trouver du poisson à plusieurs endroits. Après, tout ce qui est cassure, tout ça, c'est plus en sortie écluse. Parce que comme il y a pas mal de bateaux qui passent, il y a pas mal d'écluses ici dans le coin. Alors ouais. Après, il y a piliers de pont. Les piliers de pont, et puis même des fois, moi en sondant, j'arrive quand même à être surpris sur certaines petites cassures qui sont peut-être parfois insignifiantes, ou je dirais pas forcément insignifiantes, mais assez faibles, dans le sens où on va peut-être descendre sur 30 cm au bord, mais ces 30 cm là de cassure vont peut-être nous donner peut-être un fond un peu plus vaseux et qui va peut-être apporter une nourriture naturelle qui va être un peu plus conséquente à cet endroit-là. Ça peut être des mollusques, ça peut être des vers de vase, ça peut être des écrevisses, ça peut être vraiment plein de choses. Donc à savoir, c'est quand même si on est sur un canal, pour moi, il est quand même important de prendre son temps d'observer avant de pêcher, de trouver des hotspots comme je les appelle, pour pouvoir poser ses lignes et augmenter un peu ses chances de faire un poisson, quoi. D'accord. Voilà. Après, le canal, il se base sur 2,20 m de profondeur en moyenne. Ouais, au milieu, ouais, c'est ça. Quand il est vraiment plein. Là aujourd'hui il est un peu moins haut, on va dire 1,80 je pense, peut-être même encore moins. Et là tu t'es posé, du coup tu as posé une ligne en bordure? Ouais, alors en fait là j'ai posé une ligne sur ma bordure à moi, aller à 50 cm devant moi, sur ma bordure, sur un substrat qui est totalement dur, qui est entouré de petits herbiers au fond. J'ai une tache qui est là, je le sais, parce que j'ai fait un poisson là-bas il y a un mois de ça maintenant. Et donc je l'ai mis là, j'en ai mis une en face, pas très loin, à aller, on va dire 20-25 mètres. Sur là où on a quand même un substrat qui est quand même un peu plus mou, donc ça peut être, pour moi je pense que c'est un peu du sable un peu fin, ou du caillou très fin. Où là c'est pareil, c'est quand même assez entouré d'herbiers. Et donc j'ai une troisième canne sur une pile de pont, juste après la pile de pont, sur un tombant. J'ai essayé de chercher l'angle du tombant, parce que généralement les angles de tombant, on retrouve toujours une nourriture naturelle assez conséquente, de par le fait des passages de bateaux, de péniches. Elles vont amener sur ces angles-là tout un tas de nourriture naturelle. Ça va être de la vase, ça va être plein de choses.
Ouais, tu veux dire que ça se stoppe et ça reste à cet endroit-là. Ça va rester stocké à cet endroit-là. Ok. Et donc, pour moi, hein, comme je dis toujours, ça reste une zone clairement où les poissons viennent se nourrir. Ça, j'en D'accord. suis sûr et certain. Sûr. Ouais. Ouais, je pense que les cassures, que ce soit pour le carnassier, pour la pêche au cou ou pour la pêche de la carpe, je pense que les cassures, c'est une règle générale. Il y a toujours du poisson là. Je pense qu'il y a toujours. Ouais, clairement, de toute façon, à partir du moment où il y a une cassure, c'est qu'il y a pas forcément un changement de substrat, mais il y a forcément une nourriture naturelle qui va être plus abondante à un endroit. D'accord. C'est obligé. Ok, parfait. Donc voilà pour le spot d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Après, en règle générale, quel spot tu préfères pêcher? Des lacs, des étangs, le canal de Bourgogne? Eh bien pour moi, très sincèrement, je suis obligé de dire le canal de Bourgogne parce que c'est la pêche que je pratique le plus. Maintenant, je fais quand même quelques lacs. Un lac surtout, parce que ça fait 1 an que je repêche suite à l'arrêt pendant 3 ans durant cette période où j'ai pas pu pêcher parce que pour des tas de raisons professionnelles, etc. Et donc je dirais que je me suis reconcentré réellement sur mes bases que j'avais acquises il y a de ça quelques années. Et donc je me suis reconcentré donc sur le canal de Bourgogne et sur un lac près de chez moi, une vingtaine de minutes, où j'arrive à faire du poisson régulièrement, je dirais. Mais ouais, aujourd'hui, si je dois dire mon endroit entre guillemets préféré à l'heure actuelle, ça reste le canal de Bourgogne. Bien que d'ici l'année prochaine, je pense, certaines sessions en lac vont commencer à se greffer au calendrier. Ouais. Après, c'est pas du tout la même pêche non plus. C'est pas du tout la même pêche. Après, j'ai quand même des connaissances qui pêchent régulièrement les grands lacs et même les lacs de moyenne taille, de barrage toujours. Donc je saurais m'informer avant d'y aller pour toujours essayer d'aborder ma pêche dans les meilleures conditions possibles, quoi qu'il arrive. Ok. Donc aujourd'hui, on va vous parler que de la pêche en canal. Ouais. Après, on vous montrera peut-être quelques montages pour la pêche en lac de barrage, mais s'il faut, on vous fera une vidéo en lac de barrage, toujours avec Kevin, qui a gentiment accepté de faire cette vidéo aujourd'hui. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Si vous avez des questions aussi sur la pêche de la carpe, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Vous nous le mettez, on vous répondra du mieux qu'on peut. Moi, je demande à Kevin parce que j'y connais rien du tout. Et puis on vous répondra si vous avez n'importe quelle question, il n'y a pas de souci, on vous répond. Et si vous avez aussi des idées de vidéos, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, on vous fera les vidéos si possible. Donc aujourd'hui, tu vas nous montrer un montage que tu as fait aujourd'hui? Ouais, alors aujourd'hui, clairement, par exemple, je suis sur un montage quand même assez simple. Pour moi, il fait chaud, les eaux sont quand même assez claires là. Ouais. On arrive à voir sur le bord, on arrive à voir jusqu'à 1 mètre, 1,50 m, voire 2 mètres devant nous. Donc en fait, je suis parti sur un montage simple, avec un cheveu simple. Très sincèrement, il n'y a rien de très enfin pour une décane toujours. Hop. C'est un montage simple, donc en fluorocarbone, pour essayer d'avoir un minimum de discrétion au fond de l'eau, un maximum de discrétion au fond de l'eau. C'est assez rigide quand même. Ouais. Parce donc que là, t'es en combien là? Là, ça doit être du. Alors, l'illusion, c'est du 25 ou 35, je sais plus. Ça doit être du 25. Du 25? Ouais, ça, c'est du 25 centièmes. Donc, c'est quand même. Oui, non, 25, je sais plus. Ouais, si, ça doit être du 25 centièmes. Donc 25 ou 35 centièmes. C'est un des deux, je me rappelle plus exactement. La boîte, elle est là-bas. Mais c'est quand même un. En fait, là, c'est pas tant la résistance du fluoro là, qui va être importante, c'est surtout le fait qu'il soit déjà un peu transkaki. Donc il n'est pas totalement gris, transparent comme on trouve un fluoro par exemple pour le carnassier. Là, celui-là, il est plutôt coloré. Quand on prend la bobine complète, on voit qu'il est kaki. Et en fait, il a une discrétion dans l'eau qui est incroyable, avec voilà un petit un hameçon de taille 2 en curve. Pourquoi en taille 2? Parce que en fait celui-ci, sur ce bas de ligne là, j'ai mis un grand cheveu pour pêcher avec quand même deux bouillettes assez grosses. Ouais. Et au final, c'est pour avoir un bon compromis entre la taille de l'appât et l'hameçon. Voilà. D'accord, ok. Mais c'est surtout la discrétion que je privilégie en pêchant en fluorocarbone.
et pour cette période. Forcément. Voilà. Oui. Après on a ça et on a aussi donc là c'était un montage tout simple, hein, clairement il n'y a rien d'extraordinaire et j'ai ce montage là aussi, voilà, donc on appelle blowback rig, donc que j'utilise aussi sur une des deux cannes, sur une des trois cannes qui pêche là. Donc là bon, c'est un montage en tresse, mais sur celui qui pêche c'est exactement la même chose sauf que c'est en fluoro. Ouais. Le blowback rig en fait je l'utilise surtout pour pêcher en bouillette flottante. Pourquoi? Parce que en fait il va nous permettre de mettre la bouillette flottante au bout du cheveu, et en fait une gaine thermo va venir se mettre sur la hampe de l'hameçon. D'accord. Je le Voilà. Sur l'arme de l'hameçon, on a une gaine thermo en fait qui va venir, je dirais, rendre l'aspiration plus agressive, donc la piqûre plus agressive dans la bouche du poisson, et donc par conséquent, avoir une piqûre quasiment parfaite à coup sûr. Et voilà. En tout cas, pour le montage flottant, moi c'est ce que je fais. J'utilise ce montage-là, le blowback rig, tout simplement. Ok. Eh ben super. Donc là, tu as deux montages comme ça. Voilà. Après, il y en a d'autres. Hein. Après, on peut partir sur des montages un petit peu plus élaborés, je dirais. Là, j'ai un D-rig, un montage dit D-rig. Ah bien. J'ai un montage dit D-rig en fluorocarbone toujours. Mes badines sont souvent en fluorocarbone. C'est une matière que j'aime bien pour faire mes badines. Donc le D-rig en fait ça va être un badline que je vais utiliser pour pêcher en appât équilibré, donc qui vont être juste au-dessus du fond de là où je pêche. Donc voilà en fait pourquoi D-rig, parce que si on voit un petit peu là, on voit un dé que j'ai formé, voilà ici. D'accord. Et en fait ici avec un petit émerillon qui vient se placer donc dans le dé, et voilà, un petit émerillon, hop, ici, exactement. Et dans cet petit émerillon là, en fait, je vais passer un fil dentaire sur lequel je vais mettre mon appât équilibré. Et en fait, je vais venir brûler après mon fil dentaire pour bloquer l'appât. Et sur le fond, on va dire que ça présente, ça va être un petit peu compliqué à vous montrer, mais ça, voilà, en fait, ça va présenter comme ça avec un hameçon à plat par terre, au fond. Et l'appât équilibré en fait va venir juste se mettre juste au-dessus de l'hameçon, donc au niveau discrétion, au niveau piqûre, etc. C'est quelque chose d'assez efficace aussi, et c'est quand même assez rigide, même si on est quand même sur un fluoro qui est pas non plus des plus rigides, mais je pense que là tu as déjà voilà. Ouais. Ok. Parfait. Voilà, entre guillemets, à peu près les montages que j'utilise. Okay. Donc des montages, il y en a beaucoup, il y en a plein. Clair. Là aujourd'hui, il vous présente ce que lui il utilise. Vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes, tout dépend des spots que vous allez faire. Vous utilisez ce que vous voulez, c'est sa pêche. Voilà. On vous présente sa pêche. Donc là, il y a quand même 3 montages intéressants. Ensuite, qu'est-ce que tu nous mets comme appât sur ces montages-là? Alors en appât, et ben là, pour le coup, sur la canne qui est là-bas, en tombant, je pêche avec la gamme d'appât LBL Product. C'est une gamme avec laquelle je pêche depuis plus d'1 an maintenant. J'en suis extrêmement content. Je ne changerai pour rien au monde, clairement. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder un petit peu le site LBL Product. Donc là, mais pour en revenir réellement aux appâts, c'est un appât flottant pour la canne qui est là-bas. Orange Citron, c'est une édition limitée qui vient de sortir là. J'ai fait une pêche hier sur un lac de barrage justement, qui m'a rapporté pas mal de touches justement. Ça sent bon. Ouais, ça sent bon, et en fait on a une facilité de pêche avec ces pas une facilité, mais ouais, si on peut dire une facilité, tellement j'en suis ravi. Moi clairement ça devient une facilité de pêcher avec ces appâts. Donc ça, toi, ça te facilite en quoi? Donc alors ça te facilite en quoi? La touche, après on ne met pas ça avec n'importe quel montage. Ça, pêcher en flottante comme ça, simple. Moi j'utilise avec un blowback rig, donc comme j'ai dit tout à l'heure, avec un petit plomb sur le badline pour juste faire décoller ma bouillette environ de 3-4 cm au-dessus du fond. Tu as la bouillette ici, et puis on va dire que tu as ton plomb ici comme ça sur le fond. Et pourquoi ça me facilite la pêche aussi? Parce qu'on est quand même sur un canal
où on rencontre quand même pas mal d'écrevisses, faut le Oui. dire quand même, clairement. Et en fait, ces pop-up là, ces bouillettes flottantes, elles ont un atout qui est quand même indéniable, je dirais, c'est qu'elles sont ultra souples. Voilà, on peut les écraser dans tous les sens qu'on veut. Et elles reviennent à Elles reviennent. leur forme. Et C'est voilà. génial. C'est génial. Elles reviennent tout à fait à leur forme. Et en plus de ça, c'est que elles ont un pouvoir de flottaison qui est extra longue durée en fait, clairement. C'est génial. Et ça sent vraiment bon. Ah ben là, sur les roses, là on est sur Ail saucisse de Francfort. Ouais. Comme tu peux le constater, ça sent réellement la saucisse. Ça sent vraiment la saucisse. Voilà. Vous pouvez pas sentir, mais vous le ouais. sentirez. Après, pour les connaisseurs, Ça, ouais. Ça sent vraiment bon. Ah bah ouais, clairement. Et donc ensuite, attends, je vais poser ton téléphone là. Et après, on utilise des bouillettes bien plutôt classiques, hein, donc denses. Là, on est sur les Fruity Bleuberry, donc c'est pareil, c'est de la gamme LBL Product. Toujours. Donc là, tu as plusieurs diamètres. Voilà, là il y a plusieurs diamètres, il y a du 20 là et il y a du 16. Donc là, tu changes par rapport à quoi en fait? Après, moi je bouillettes. change mes appâts en fonction aussi clairement de l'endroit où je pêche. Du poste, ouais. Du poste, ouais, voilà. Pêcher sur un étang privé par exemple qui va être où il va y avoir une pression de pêche qui va être assez énorme. Je vais plutôt privilégier les petits appâts, Ouais. pour une question de discrétion, pour toutes ces choses-là. Et sur un canal, comme ici, là, je vais pouvoir varier. Je vais mettre une bouillette simple en 20 mm. Ouais. Et par exemple, là-bas, celle qui est tout à droite, j'ai deux petites bouillettes qui sont en 14, donc ça fait vraiment du petit appât. D'accord. Voilà. Donc voilà, de toute façon, il n'y a pas de solution miracle, hein. Après c'est à nous de voir aussi où on pêche, comment on doit aborder la pêche. Bon, moi après ça je pense que ça fait plutôt partie de l'observation, clairement. Ouais. L'observation, des informations qu'on peut récolter éventuellement, et après on se fait notre avis. Moi j'avoue qu'en ce moment, sur les périodes estivales comme ça, je préfère pêcher en petit appât. Les poissons sont pas forcément très actifs au niveau nourriture. Ouais. Donc, par conséquent, essayer seulement de les piéger, c'est déjà un bon point. Essayer de faire un poisson, c'est déjà important. Enfin, c'est déjà bien quand on a des températures comme en ce moment où on frôle quand même les 40 degrés quand même, quasiment tous les jours, quoi. Ouais. Donc voilà un petit peu pour les appâts, c'est un peu ça, quoi. D'accord. Eh ben nickel. Après, quelle est ta saison préférée ou à quelle saison les carpes sont-elles actives le plus? Ah ben alors, moi ma saison préférée, je vais commencer par là, ça reste, j'en ai deux en fait, parce que j'ai le printemps, parce que le printemps c'est qui tout double et c'est là où il faut vraiment se creuser la tête en fait. C'est où on peut faire des cartons, ou alors on peut rien faire sur 2-3 jours, et là il faut vraiment se remettre en question, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après, si on parle du poisson en lui-même, on dit souvent, et je pense que c'est vérifié parce que tous les plus grands pêcheurs le disent aussi, hein, il y a eu des articles faits là-dessus, la saison la plus propice à la pêche de la carpe reste l'automne. Ok. On est en pré-hiver, donc les poissons rentrent souvent dans une frénésie alimentaire qui est quand même assez conséquente, et on a quand même plus de chance entre guillemets de faire du poisson assez régulièrement et souvent toucher des sujets qui sont quand même un peu plus gros. D'accord. Parce que voilà, il y a les réserves pour l'hiver qui arrivent, et puis voilà, elles se font du bien, on va dire, au ventre avant de se terrer dans les eaux froides, des canaux, des lacs, etc., quoi. D'accord. Ouais, c'est un peu comme tout poisson, on va dire, hein, Ouais. au final. C'est pas que le carnassier, c'est pas que la pêche au Ah cou, non. c'est vraiment. C'est pour ça c'est que même la carpe, voilà. Ah ouais, la carpe automne, moi, franchement, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que j'aime pêcher au printemps, j'adore ça. Mais si on me donne le choix de pêcher une seule saison par année, je prendrais l'automne parce que j'aurais envie de faire du poisson. Ouais. Et bon, il va falloir quand même se gratter la tête, hein, parce qu'on est quand même une pêche qui est quand même assez statique, et que c'est à nous de réfléchir pour comment venir faire le poisson Ouais.
fait rentrer les poissons sur nos amorçages, fait rentrer les poissons sur nos lignes, etc. C'est à nous de réfléchir. C'est pas le poisson qui vient, ou c'est pas nous qui allons chercher le poisson de manière mobile, entre guillemets. Donc nous, c'est vraiment à nous de se casser la tête, entre guillemets, pour amener le poisson. C'est une stratégie que tu mets en place avant de partir chez toi ou que tu mets en place sur ton spot? En fait, ça dépend en fait des pêches que l'on prévoit. Sur une pêche rapide comme ça, allez, je dirais comme là ce soir, bon, ben, je vais pêcher 3 heures, 4 heures. Ça va être sur place qu'on va déterminer un peu comment on va s'organiser. Si on part sur une pêche déjà au moins de 48 heures, moi je préfère quand même déjà regarder la météo une semaine à l'avant. À l'avant, c'est vraiment la suivre toutes les 6 heures. Savoir s'il n'y a pas des changements qui sont à prévoir. La pression atmosphérique qui rentre beaucoup en jeu. Savoir si elle descend lentement, si elle monte rapidement, etc. Ça, c'est des facteurs qui sont aussi importants, je pense, pour bien prévoir sa session. Après, il y a les conditions climatiques à toujours avoir un œil dessus. Il y a aussi le fait de se dire, tiens, je vais faire une session sur un lac. J'ai pas assez de recul, je pense, pour me dire exactement la bonne stratégie à adopter. Mais si ça tiendrait qu'à moi, je pense que sur une session en lac, je pense que j'irai déjà 2 ou 3 fois auparavant sans pêcher pour voir, observer, essayer de prendre un peu des infos, encore une fois, sur les pêcheurs locaux, sur ce qu'ils voient, sur ce qu'ils ont déjà vu et tout ça. Après, l'amorçage en soi, je suis pas forcément un grand fan de l'amorçage, on va dire, préalable et de manière assez massive. Je suis pas un grand fan. Tu n'amorces jamais ton coup avant? C'est rare. C'est rare, c'est très rare. Ça peut arriver, mais ça sera pas non plus. Je vais pas balancer 25 kg de billes au préalable. Non, clairement pas. Si j'y vais, je vais peut-être aller 2 ou 3 jours avant ma pêche et je vais amorcer à peu près les spots que je vais pêcher. Je vais mettre 1 kilo, 1,5 kg par soir sur l'intégralité de mes 3 postes, vu que je pêche à 3 cannes. Mais j'irai jamais mettre 10 kg de billes ou 10 kg de graines auparavant. Non, pour moi, c'est pas quelque chose que je suis fan et dont je suis fan. Et voilà, après chacun fait comme il veut, clairement. D'accord. Et après, du coup, tu parlais de graines. Donc là, on vous a montré des billes qui met sur l'hameçon, enfin on va dire attaché à côté de l'hameçon. Et tu utilises de la graine aussi pour amorcer alors du coup? Ouais, alors la graine en fait, moi j'en utilise pas forcément beaucoup, mais ça m'arrive clairement. On a des tiger nuts, donc les tiger nuts c'est quelque chose qu'on peut énormément rapprocher à une cacahuète. En fait, clairement, cacahuète cuite, on a du chènevis, on a du blé. C'est les mêmes graines qu'on peut manger nous, de toute façon, il n'y a pas... Il n'y a pas d'autres idées. Donc du blé, du lupin, du chènevis. Bon, par contre, il faut que toutes les graines soient cuites, clairement, bien cuites. Il faut que ce soit bien. Voilà, au niveau de la digestion du poisson, pour le bien-être du poisson et pour même l'attractivité, clairement. Après, un amorçage à la graine, ça peut être intéressant sur même le maïs doux. Le maïs doux qu'on met dans nos salades, c'est parfait. C'est l'appât le plus vieux du monde pour moi, le maïs. Et c'est quelque chose, le maïs, c'est un appât où on va pouvoir toucher vraiment un panel de poissons qui est extrêmement large. Oui, il n'y aura pas que de la carpe. Voilà, il n'y aura pas que de la carpe. Il y aura de la tanche, il y aura de la brème, les petits blancs, il y aura beaucoup de choses comme ça. Mais toutes ces choses-là, c'est les graines, quand on les cuit, quand on s'en sert pour amorcer, pour moi, je me rappelle d'une session que j'avais fait en 2010. On avait fait 15 jours sur un lac, 15 jours d'affilée. On avait fait avec un copain à moi, Seb. On avait amorcé pas mal à la graine. Donc il y avait du maïs, il y avait du blé, il y avait du chènevis. Et le premier soir, quand on arrivait, la première journée, quand on arrivait, ça bip. Ouais. On va peut-être avoir un départ en direct. Ouais. Eh oui. Alors on va aller filmer ça.